Alors bonsoir et bienvenue à une autre émission, ici VA2CQ. Ce soir, comme vous pouvez le voir, nous sommes sortis de nos studios et nous rencontrons une personne handicapée, VA2 Papa Sierra Oscar, qui justement va nous entretenir du handicap et de la radio amateur. Nous retrouvons Pierre immédiatement après cette pause. Alors, bonsoir. Et on souhaite la cordiale bienvenue immédiatement à notre invité, de Papa Sierra Oscar, Pierre. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Pierre, on fait une émission un peu spéciale ce soir. On fait une émission sur les personnes handicapées et le monde de la radio amateur. Est-ce que tu pourrais nous faire part, Pierre, de ton handicap? Alors, dans mon cas, c'est un handicap visuel total. J'ai perdu la vue à l'âge de 12 ans d'une façon complète. Alors, c'est avec cette situation-là que je dois maintenant me débrouiller. D'accord. Pierre, qu'est-ce qui t'a justement apporté au monde de la radio amateur? Alors, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, des amis en faisaient, et c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Mais j'avais quand même des fonctions assez exigeantes, pas beaucoup de temps pour étudier, pour faire un apprentissage quelconque. Et à un certain moment donné, j'ai décidé que c'était le temps. Et à ce moment-là, j'ai mis le paquet, comme on dit, pour faire l'étude nécessaire avant de passer une licence de radioamateur. Alors, Pierre, c'est des termes qu'on entend souvent. Nous qui sommes voyants, j'ai mis le paquet, j'ai mis beaucoup d'efforts pour étudier. Est-ce que ça veut dire que même si on est non-voyant, on a certaines réglementations, on a différentes choses naturellement à étudier pour parvenir également comme radioamateur? Oui, évidemment, il faut étudier la réglementation comme telle de la radio amateur. À ce moment-là, il y avait des manuels en braille. Il faut également étudier l'électronique. Pour ça aussi, il y avait des manuels en braille et également du matériel sonore sur cassette pour aider à la compréhension avec des explications d'usage. Et pour ce qui est de la télégraphie, alors on avait le morse également sur cassette avec la croissance de mots minutes et les travaux à faire à ce niveau-là. Maintenant, Pierre, ça s'est passé, ça a bien été. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de handicap du plus grave au moins grave en radio amateur ou vous n'êtes pas seul? Dans la région de Québec, je croirais qu'il y a peut-être une dizaine de personnes handicapées visuelles. Et il y a également d'autres types de handicap, évidemment. Tantôt, en intro, on parlait du handicap et du monde de la radio amateur. C'est sûr qu'on retrouve des personnes handicapées physiques de tout genre. Et là, à ce moment-là, je connais moins ce domaine-là où j'ai pas de recensement en tête, là. Mais en termes d'handicap visuel, je croirais qu'on est une dizaine dans la région de Québec. Et il y a même des associations d'handicapés visuels au niveau de la radio amateur sur le plan provincial, national, etc. D'accord. Pierre, on voit plusieurs instruments qui sont sur la table. Ça demande quand même des choses un peu spéciales. Si on en faisait le tour, Pierre. D'accord. Évidemment, comme dans tout AB, il y a toujours une façon d'adapter les équipements pour les rendre accessibles au handicap visuel. Et c'est à ça que j'ai dû faire face également lorsque j'ai eu à choisir des équipements qui m'étaient faciles d'accès et en plus qui comprenaient des choses très spécifiques qu'on va voir dans quelques instants. D'accord. Alors, on regarde ça immédiatement. Alors, Pierre, on voit présentement à la caméra un appareil HF, un appareil radio. Étant donné ton handicap de non-voyant, justement, quels sont les procédés auxquels tu dois te rattacher, Pierre, pour justement pouvoir utiliser la fréquence? Moi, je vois présentement 14, 18, 20. Et pour toi, là, c'est un 0. Alors, tu as sûrement des instruments, Pierre, si tu nous ferais connaître ça un petit peu. Alors, quand est venu le temps de choisir un équipement HF, il y avait certaines particularités, évidemment, que je recherchais. Entre autres, je voulais un appareil qui pourrait me faire connaître sur quelle fréquence je suis. Donc, un appareil qui était muni d'une voix sonore qu'on va entendre dans quelques instants. Et je cherchais également un appareil qui me permettrait de syntoniser la fréquence de mon choix d'une façon rapide et facile. Parce qu'évidemment, si je tourne un bouton au niveau des fréquences pour faire du balayage, moi, je ne vois pas les aiguilles qui se promènent et là, j'ai aucune idée sur quelle fréquence je suis rendu. Alors, si je veux le savoir, la fréquence où je suis rendu, j'appuie tout simplement sur un petit bouton
14.1897 MHz. Alors, je suis donc sur 14.1897 MHz. Et maintenant, si moi j'avais rendez-vous avec quelqu'un, disons sur 14.1119 MHz, j'ai ici un petit appareil qui me permet d'y aller directement. Et là, je vérifie si je suis rendu, si ça a fonctionné. 14.1119 MHz. Alors, j'avais indiqué à mon appareil que je voulais aller sur cette fréquence-là. Je veux m'assurer que j'y suis avant de faire mon contact. Alors, la voix sonore me confirme que ça a fonctionné. Et à ce moment-là, je peux faire mon contact. Et c'est très rapide. Je peux également changer de bande. Là, on est sur la bande du 20 mètres. Si je veux aller sur la bande, par exemple, de 40 mètres, je vais faire, supposons, 70 comme fréquence voulue. Et automatiquement, on va s'y rendre. On a entendu le déclic du Antenna Tuner qui m'indique qu'on a effectivement changé de bande et qu'on est rendu sur 40 mètres à la fréquence que j'avais sélectionnée. Tandis que si c'est vraiment juste par le VFO, c'est à peu près, en tout cas très difficile pour moi de le faire et c'est beaucoup moins rapide forcément. Alors, Pierre, il te reste maintenant seulement à parler. Maintenant, tous ces instruments, c'est fait par des compagnies, justement, qui se sont spécialisées pour les personnes non-voyantes. Il existe différents types, d'autres types d'appareils, ceux qui sont analogiques. J'ai vu des appareils où le non-voyant pouvait, au toucher, reconnaître sa fréquence. Ça, c'est quand même assez sophistiqué. Alors, je présume aussi que c'est assez dispendieux. Oui, évidemment, c'est des options additionnelles. L'appareil HF qui est ici, c'est un appareil à la base conventionnel. C'est un ICOM 751 Alpha. Alors, c'est un appareil auquel on peut ajouter ce genre d'équipement, de voix sonore et de pad pour la sélection de fréquences. Il y a également des compagnies qui se spécialisent dans de la fabrication d'équipements vraiment très spécialisés, très sophistiqués, comme par exemple l'appareil suivant qu'on peut voir ici, qui est un contrôle de rotor. Alors, c'est l'appareil qui me permet de changer la direction de mes antennes à l'extérieur. Et ma difficulté avec un appareil conventionnel était qu'en allumant l'appareil, j'avais aucune idée de la direction de mes antennes. Et si j'avais à l'aider à les déplacer pour syntoniser mieux mon interlocuteur, j'avais aucune façon de savoir à quel degré j'étais rendu. Alors là, ça a été une longue recherche. Ça a été plus compliqué que pour l'achat du VHF. J'ai dû discuter avec beaucoup d'autres personnes handicapées visuelles pour savoir comment il fonctionnait. Là, il y avait des gens qui avaient des trucs artisanaux grâce à des amateurs qui avaient bricolé certaines pièces d'équipement. Eux avaient soit des façons sonores ou des façons tactiles ou audibles de retracer leur direction. Et finalement, j'ai appris dans une exposition qui avait lieu dans le coin de Toronto qu'il y avait une compagnie aux États-Unis qui fabriquait un contrôle de rotor tout à fait spécial. Alors, ce contrôle de rotor-là, c'est un peu comme une touche d'appareil téléphonique. Les numéros de 1 à 0, de 1 à 9 et 0, avec quelques autres fonctions. Et si, par exemple, je veux savoir sur quelle direction mon rotor est placé, il va nous l'indiquer dans quelques secondes. Alors, je suis à 231 degrés dans le moment. Et moi, je veux aller, supposons, un peu plus vers l'ouest. Alors, si mon rotor va vers la droite, on entend une tonalité. Et si je le retourne après vers la gauche, on va entendre une tonalité qui est différente. Alors, par la tonalité, là, je sais qu'on s'en va vers la droite. Et maintenant, si je vais vers la gauche, ça va être une tonalité plus claire. En laissant mon bouton, l'appareil va me mentionner dans quelle direction on est rendu maintenant. Alors, on est rendu à 225 degrés. Avec un appareil conventionnel, si je veux m'en aller, disons, à 260 degrés, j'appuie simplement sur le bouton pour aller vers la droite et j'attends que l'appareil soit rendu à 260 degrés et je relâche le bouton et les antennes se stabilisent à l'extérieur. Alors ça aussi, pour moi, ça présentait une difficulté parce que je ne pouvais pas voir quand est-ce que l'aiguille était rendue à 260 degrés. Avec cet appareil-là, je lui demande carrément de se rendre à 260. 2, 6, 0, go. Alors, on va entendre la tonalité qui nous dit qu'il se déplace vers la droite.
Et à 260 degrés, il va s'arrêter automatiquement et il va me confirmer qu'il est bien rendu à 260. Alors ça, c'est vraiment un appareil qui n'est pas sur le marché régulier. C'est pas n'importe quel amateur qui a un intérêt pour ce genre d'appareil-là. C'est vraiment quelque chose de très spécialisé et de fabriqué exclusivement pour les personnes handicapées visuelles et c'est vraiment très utile. D'accord. On a fait le tour un petit peu du HF. Si on allait maintenant sur 2 mètres et que Pierre nous faisait réaliser un contact, ça marche à peu près de la même façon pour l'appareil 2 mètres, Pierre? Oui, pour le 2 mètres, encore là, je souhaitais avoir une voix sonore qui m'indiquait à quelle fréquence on est rendu. Parce que encore là, des fois, on fait du balayage, on regarde sur les différentes fréquences s'il y a des amateurs à l'écoute ou qui sont prêts à faire QSO. Et à un moment donné, on ne sait plus trop sur quelle fréquence on est. Lorsque c'est une fréquence avec répétitrice, bien sûr, il y a une identification en morse, généralement. Mais lorsque c'est une fréquence sans répétitrice, en direct, il n'y a pas d'identification, alors on ne le sait pas. Alors, c'est encore le même principe de voix sonore que j'ai ici sur l'appareil Kenwood. 6.7605 minus. Alors là, je sais que je suis sur la répétitrice VE2RVD. Qui est occupé. Qui est occupée. Et je vais vérifier justement s'il y a possibilité de faire un contact présentement sur cette répétitrice-là. On va essayer d'interrompre un petit QSO. On entend Louise, VE2 Écho, Lima Juliette dans le moment. C'est actif, le monde de la radio amateur, Pierre. Il y a toujours quelqu'un à n'importe quelle heure du jour. VE2, PSO. Non, oui, j'ai pas vu de différence parce que j'ai pas voyagé plus loin. Vas-y, Pierre. On s'excuse de vous interrompre, monsieur, madame. Je salue Louise en passant. Et pour fin de démonstration pour une émission sur la radio amateur, Yvon, aimerais-tu nous faire un certain rapport? Est-ce que ça passe très bien au niveau de la sonorité dans le moment? V2YBD, V2LJ, V2 Papa Sierra Oscar. V2 PSO, V2 YBD, c'est numéro 1, c'est 100%. Pierre, là, c'est vrai que avec ce répéteur-là, qui est en forme de Saint-Cyr, ça va très bien, Pierre. V2 PSO, V2 YBD. OK, Yvon, alors on te remercie beaucoup d'avoir répondu à l'appel et puis on vous laisse poursuivre votre QSO. On retourne à notre émission. Alors, V2YBD, à la prochaine. V2 PSO. C'est un Versa Braille. Est-ce que tu pourrais nous en donner une description, Pierre? Bien sûr. C'est un appareil qui est également très utile dans la pratique de mon hobby, le radio amateur. C'est pas un appareil qui est spécifiquement conçu pour le radio amateur. Toutefois, ça m'est quand même très utile. Le Versa Braille nous permet de faire de l'enregistrement de données en braille sur des disquettes conventionnelles. Ce sont des disquettes comme vous pouvez avoir dans vos ordinateurs personnels, petites disquettes 3 pouces et demi que je place dans mon unité de disquette intégrée à l'appareil. Alors moi, lorsque j'écris en braille sur cet appareil-là, les informations s'enregistrent par des pulsions électroniques sur la disquette. Et lorsque je veux avoir accès à ces informations-là, lorsque je veux lire, ça sort sur une plage tactile en braille. Alors, pour le moment, l'appareil n'est qu'allumé. Alors, c'est d'informations qu'on me dit que, bon, FPD, alors savoir qu'est-ce que je veux faire. Alors, moi, je lui dis que je veux aller sur la disquette 0. Alors là, on me dit d'attendre. Et là, on me demande d'entrer le nom du fichier que je veux aller voir. Alors, je vais lui écrire « étranger ». Étranger, là-dedans, je vais retrouver la liste de tous les contacts que j'ai faits à l'étranger. Alors, sur cette disquette, je prends toujours plaisir à entrer les contacts que je fais, surtout au niveau, par exemple, de compiler les différents pays contactés jusqu'à maintenant. Et comme il y en a déjà pas mal, j'ai pris le même procédé qu'on a dans nos callbooks, dans nos bottins internationales. Donc, dans un fichier, j'ai tous les contacts américains avec les Amériques, là, en général. Et dans un autre fichier, j'ai tous les contacts étrangers. Alors, par exemple, ici, je vois là, que j'ai un contact, justement, bon, avec les États-Unis, j'en ai avec le Chili, j'en ai avec Cuba, j'en ai... ça, c'est encore Cuba, j'en ai avec le
CR, on va aller voir ça, c'est le Cap-Vert. Alors, je ne me souvenais pas par cœur. Alors, là, ici, j'en ai avec le CR5, j'en ai avec du Portugal par la suite, alors, etc., etc. À chaque fois que j'appuie ici sur le bouton pour avancer d'un chapitre, ça m'arrive avec un pays nouveau. Et cet appareil-là, c'est finalement un appareil de traitement de texte. On peut faire du traitement de texte conventionnel, on peut insérer du texte, on peut changer des mots ou des lettres lorsqu'il y a des erreurs. On peut évidemment effacer des choses. Alors, par exemple, si je veux savoir si j'ai déjà fait un contact en Hongrie, alors je vais demander à l'appareil de chercher Hongrie. Alors, je lui demande de chercher ça. Et oui, effectivement, j'en ai fait. J'ai contacté HG5XPO, un monsieur qui s'appelait Ati, Alpha Tango India. J'ai fait également HG8Q, HG8-9HQ. Alors ça, c'est quand même assez bon, assez rare, HG89HQ, un monsieur qui s'appelait Peter à Budapest, etc. Alors j'ai toute la liste des contacts que j'ai faits en Hongrie. C'était des HG. Et le chapitre suivant, on tombe à HH, c'est les contacts que j'ai faits en Haïti. Alors, j'aime beaucoup, lorsque je fais de la radio amateur, lorsque je fais des contacts à l'étranger, d'avoir cet appareil-là à la main, parce qu'au fur et à mesure que j'entends des gens s'identifier et que c'est un pays relativement rare, je ne suis pas certain si je l'ai déjà contacté. Alors, immédiatement, je demande à l'appareil de chercher ce pays-là. Et si je ne l'ai pas contacté, vous pouvez être sûr que je vais tenter de lancer un appel à cette personne-là. Alors, dans ce sens-là, ça m'est très utile. Alors, c'est donc un appel. Le braille est basé sur un système de 6 points. On retrouve ici les 6 touches. Et la façon d'écrire en braille, c'est tout simplement la façon d'agencer les 6 points. Alors, si je fais uniquement le point 1, c'est la lettre A, le point 1D, c'est la lettre B. Et si je fais les 6 points ensemble, c'est le E accent aigu qui me donne le maximum de points possibles en braille. Et ici, à gauche, on a c'est comme une calculatrice, les chiffres de 1 à 9 avec le 0 et tout ça. Et tous ces chiffres-là peuvent être convertis en d'autres fonctions qui me sont plus utiles au niveau de l'appareil, comme par exemple l'avance d'une phrase ou avance d'un paragraphe ou votant tout à fait en haut du texte, votant en bas du texte. Alors, c'est des fonctions qui me sont également très utiles. Comme pour nous, si on prend une page d'un livre au complet, on peut bouger, aller en haut, en bas. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Je peux le faire ici, comme vous pouvez le faire sur votre appareil d'informatique conventionnel. D'ailleurs, cet appareil-là est compatible IBM. Donc, je peux le brancher avec un système conventionnel et par un jeu d'imprimante, que ce soit imprimante braille ou imprimante conventionnelle, mes textes peuvent sortir tout à fait, que ce soit pour moi en braille, pour conserver dans mes fichiers, ou que ce soit pour vous en imprimé. Donc, à la limite, une personne qui ne connaît pas le braille peut communiquer avec moi sans connaître le braille en écrivant son texte sur son appareil, par exemple IBM ou compatible IBM. Il va écrire son texte sur son appareil, il va le faire sortir sur le mien ou sur mon imprimante braille, etc. Tout peut s'interconnecter. Donc, ça veut dire qu'on peut faire du paquet à ce moment-là? C'est un domaine que je connais pas, mais effectivement, oui, il y a des personnes handicapées visuelles là, qui s'y intéressent de plus en plus. Mais j'avoue que c'est un domaine où je suis ignorant. D'accord. Tu nous en as montré pas mal beaucoup ce soir, Pierre. Il y a juste à côté de ton versa-braille une autre machine qui ressemble beaucoup à une machine à écrire avec un genre de clavier. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu, Pierre? C'est également une machine pour écrire du braille, mais à ce moment-là, on a du braille avec papier. C'est vraiment du braille dans la vraie forme du mot. Tandis que lorsque c'est ce genre d'équipement, le versa-braille a sorti, au départ, on appelait ça beaucoup du braille sans papier. Évidemment, ça s'en va sur disquette. Alors, c'est du braille sans papier. Ah oui. Tandis qu'ici, on retrouve également les 6 points braille. Alors, c'est le même principe d'agencer les 6 points pour écrire en braille, sauf qu'à ce moment-là, les informations sortent directement sur la petite feuille qui est placée comme dans un rouleau de machine à écrire. Et il est important pour écrire du braille de prendre une feuille qui est relativement épaisse pour que les points restent assez longtemps. Si la feuille est trop mince en passant nos doigts pour lire le braille, les points risquent de s'effacer. Alors évidemment, ça prend beaucoup plus d'espace
conserver des données en braille que de les conserver sur une disquette. Juste pour donner un petit aperçu, le dictionnaire de poche Larousse, en braille, c'est 18 volumes d'à peu près 15 pouces de haut, 12 pouces de large et peut-être 3 pouces d'épaisseur. Alors, 18 fois comme ça. Donc, ça vous donne une idée que le dictionnaire de poche, là, en braille, ça prend un gros sac. Ou ça prend un Père Noël. Ça prend un Père Noël. C'est peut-être de saison. Pierre, on avait auparavant de commencer l'émission, justement, avec ta machine à écrire en braille, indiqué l'adresse du concours. J'aimerais ça peut-être que, devant tout le monde, tu puisses nous donner l'adresse. Oui, alors, le concours s'appelle le concours ICI VE2CQ. Il faut adresser notre envoi à Téléplus 24 2700 Jean Perrin, suite 120 à Québec et le code postal G2C 1S9. Mais il faudrait peut-être, Jean-Claude, que tu nous dises c'est quoi le concours. Et voilà, j'y arrivais. Le concours, naturellement, comme on en a parlé tout au cours des présentes séries d'émissions, c'est une première licence en radio amateur. Un cours complètement gratuit. C'est un cadeau du Club Radio Amateur de Québec. Alors, je vous invite à nous écrire à l'adresse que Pierre nous a donnée. Alors, juste avant de terminer, Pierre, j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs ce soir. J'ai un livre ici en avant de moi. Là, on ne tiendra absolument pas compte des écrits qui sont sur le papier. C'est du papier récupéré pour te permettre de travailler avec ta machine à braille. Pierre, pour ton appareil, ton rotor, là, pour faire tourner ton antenne, ça te prend quand même des références. Oui, bien alors, c'est ça. Disons que les antennes que j'ai, ce sont des antennes directionnelles. Et on peut justement les diriger vers le pays avec lequel on va avoir un contact pour avoir un meilleur signal. Donc, si j'entends sur les ondes une station qui s'identifie et il vient d'un pays que je ne connais pas de mémoire, l'azimut, à ce moment-là, je me réfère toujours à ce bouquin-là. Et là-dedans, j'ai tous les préfixes des amateurs, parce que dans chaque pays, on a un préfixe différent. Alors là-dedans, j'ai tous les préfixes des amateurs par ordre alphabétique. Et si on s'en va en Belgique, Pierre? Alors, si on s'en va en Belgique, par exemple, alors je sais qu'en Belgique, c'est ON par cœur, et je sais que l'azimut, c'est 54. Mais on va quand même vérifier si ma mémoire est bonne. Alors là, je suis rendu dans les P, les O. Alors, OH, OK, ON, Belgique, 54. C'est bien ça. Alors, on a tous les autres préfixes par la suite, là, OX qui est le Greenland, OY qui est l'île, mon Dieu, je me souviens, je ne sais pas comment la prononcer, F-A-E-R-O-E. Alors, on a tous les préfixes des différents pays avec le azimut, donc c'est un guide de référence qui est toujours également à ma portée de la main quand je fais de la radio pour pouvoir diriger mes antennes rapidement sur les pays que je veux contacter. Voilà. Alors, ce sont des feuilles que tu t'es montées quand même. Oui, bien, à partir de listes qui nous sont fournies par Raki ou d'autres listes qui peuvent nous être fournies dans les différents magasins d'équipements radioamateurs. Et à partir d'une liste comme ça, je les transcris tout simplement en braille. Pierre, avant de se quitter, on sait que tu es un gars actif tant au niveau de la radio amateur que de différentes activités. Si tu pouvais nous en parler un petit peu. En fait, au niveau de la radio amateur, il y a deux choses particulièrement qui m'intéressent. Il y a tous les contacts sur le plan international avec l'appareil HF qu'on a vu au début. Alors, les contacts sur le plan international, c'est intéressant à cause des différentes cultures, à cause de toutes les discussions qu'on peut avoir avec des gens de différentes nations et tout ça. Et c'est, dans le fond, ce qui m'intéresse probablement le plus au niveau de la radio amateur. Au niveau ce qu'on appelle, nous, du 2 mètres ou du VHF ou des contacts un peu plus locaux, à ce moment-là, moi, j'appelle ça un peu la radio d'utilité, la radio-service, et j'aime bien m'impliquer dans les activités que le club accepte de s'engager pour faire ma part également avec ce que je peux faire. Évidemment, dans mon cas, si on a besoin de stations mobiles, si on a besoin de gens qui ont leur véhicule qui se déplacent, c'est plus difficile, c'est plus embêtant. Mais souvent, on peut avoir besoin de stations qui sont bases à la maison et qui font le trafic, comme on dit, qui distribuent les messages aux stations relais. Alors, par exemple, dans les cadres de la bougie du carnaval, où on a un grand territoire à couvrir. L'année passée, j'étais ici à faire le lien entre les gens qui étaient dans la Beauce, qui étaient dans l'Aude-Binière, qui étaient dans Port-Neuf, et je faisais leur message avec les gens qui étaient dans la région de Québec immédiate. Alors, c'est des choses qu'on peut faire. Au niveau, par exemple,
de l'opération des Rouges, c'est intéressant parce que la majorité, évidemment, des gens qui font du bénévolat là-bas sont des gens qui conduisent soit leur automobile ou l'automobile de la personne qu'ils vont chercher. Alors, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, moi, l'opération des Rouges? Alors, quand j'ai su que le club de radioamateurs était impliqué et qu'on y allait au niveau des télécommunications, alors là, c'est très intéressant. Je m'implique dans un véhicule avec mon appareil portatif et on fait le relais avec la station base qui est à la centrale pour distribuer les transports. Alors, partout où c'est possible de s'impliquer, j'aime bien faire ma part pour faire la promotion du AB qui est la radioamateur. Maintenant, Pierre, quel conseil tu donnerais à une personne qui souffre d'un handicap visuel, justement, de se lancer en radioamateur? Ben, je pense que c'est un beau défi et c'est comme dans bien d'autres choses, il faut persévérer. À partir du moment où c'est vraiment un choix et on veut faire de la radio amateur, faut travailler fort. Je pense que ça a sûrement été dit assez souvent sur la série d'émissions qui est en cours avec le Club de radio amateur de Québec. Faut travailler, on n'a rien pour rien. Il faut vraiment étudier l'électronique, la morse, la réglementation pour en venir à passer l'examen et finalement avoir le droit, nous aussi, d'intervenir sur les airs. C'est quelque chose de très intéressant. Alors voilà, Pierre, ça, c'est les conseils qu'on donnait pour toute personne qui est désireuse de devenir radioamateur. On sait que Pierre a travaillé beaucoup à la LOPEP, beaucoup au Nez Rouge également, mais Pierre a été président du Club Lion et la devise d'un lion, c'est « Nous servons ». Pierre, est-ce que tu peux nous parler un peu de ses expériences? Ah, ben, je suis bien heureux d'en parler quelque peu, surtout que j'en parle avec un ex-Lion également. C'est pour ça que tu connais notre devise. Oui, j'ai été très actif au sein des Lions. J'ai été actif au sein de mon club, le Club Lion Québec Métro. Et j'ai été également actif sur le plan un peu plus grand, au niveau de la zone, au niveau de la région. J'ai été jusqu'à vice-gouverneur. Je m'occupais à ce moment-là de 17 clubs Lyon de la TUC jusqu'à Québec. Et je me suis occupé également de comités sur le plan du district, sur le plan international, entre autres de la Fondation internationale des clubs Lyon. Alors, c'est quelque chose également de très intéressant parce que dans les Lions, on retrouve des gens de tous les milieux et ce sont tous des gens de bonne volonté qui sont là pour servir, tel que la devise le demande. Et c'est toujours des personnes très intéressantes à connaître, avec qui travailler pour propager l'œuvre des Clubs Lyon qui, justement, comme par hasard, principalement, l'aide aux personnes aveugles. D'accord, Pierre. Alors, on te félicite, on te remercie beaucoup. La visite chez toi a été extraordinaire. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir à tous.